Nouveau journal sur Eden TV. Bonjour à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, les préparatifs du sacre du nouvel archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Ongbedji, l'heure au palais des congrès de Cotonou, où doit avoir lieu demain samedi. Son ordination épiscopale est à l'installation du podium et à la disposition des chaises. L'Assemblée nationale du Bénin dispose de son budget gestion 2017. Les députés ont adopté ce jeudi le projet de budget du Parlement qui s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Le Gabon, dans l'attente de la décision de sa Cour constitutionnelle relative à la présidentielle du 27 août dernier, c'est ce vendredi que cette instance devrait déclarer Ali Bongo vainqueur ou non de cette présidentielle. C'était une première pour le chef de l'État béninois prononcer un discours à la tribune des Nations Unies. Patrice Talon, au cours de la 71e Assemblée générale de l'ONU, a mis l'accent sur les objectifs du développement durable, ODD. De quoi retourne précisément cette allocution? Réponse dans ce résumé que nous propose Corneille Haïssé. Éradiquer la pauvreté en Afrique pour répondre aux défis climatiques et aux objectifs de développement durable. C'est l'essentiel à retenir du discours de Patrice Talon à la 71e Assemblée générale de l'ONU sur le thème « Les objectifs du développement durable, une impulsion universelle pour transformer le monde ». Dans son discours, Patrice Talon parle de l'Afrique rongée par la misère, la pauvreté et le sous-développement, de tristes réalités qui marginalisent le continent malgré ses atouts économiques, touristiques, culturels, miniers et démographiques. Il démontre aussi que le changement climatique et toutes leurs conséquences constituent des facteurs aggravants de la misère et du sous-développement du continent, raison pour laquelle le président béninois considère la question de la pauvreté comme une menace pour toute la planète. Notre monde, tel qu'il est ouvert aujourd'hui, subira plus que jamais les conséquences de la pauvreté, notamment les mouvements migratoires incontrôlables et déstabilisants, si rien n'est fait. La pauvreté de masse est désormais une menace majeure pour l'humanité. Et face à ce constat, il demande de toute urgence la mobilisation de la communauté internationale et des institutions financières pour l'éradication de la pauvreté en Afrique. Ceci ne saurait réussir sans le concours, l'implication et la prise de conscience des dirigeants africains, car dans son adresse, Talon n'a pas manqué de jeter des pierres dans le jardin des chefs d'État africains qui doivent selon lui œuvrer pour la stabilité du continent. Les pays d'Afrique devront bien évidemment prendre leur part de responsabilité en œuvrant davantage pour la stabilité politique et surtout pour la bonne gouvernance. Le président béninois, en toute modestie, cite son pays comme un exemple de démocratie sur le continent, déjà engagé dans la dynamique de lutte contre la pauvreté. Il en profite pour évoquer les réformes politiques, administratives et institutionnelles en cours dans son pays. Mon pays, le Bénin, est engagé dans cette dynamique et a entrepris les réformes politiques, administratives et de bonne gouvernance nécessaires. À cela s'ajoute la stabilité politique vieille de presque un demi-siècle et la maturité de sa démocratie. Toutes choses qui rendent le Bénin apte à réaliser les objectifs de développement durable pour peu qu'il bénéficie des appuis adéquats. Patrice Talon a fini par faire une grande annonce. Il s'agit de la signature par le Bénin de l'accord de Paris sur le climat. Un acte par lequel le Bénin prouve qu'il honore et respecte ses engagements internationaux. Un chiffre à retenir, 14 milliards, c'est le montant du budget gestion 2017 de l'Assemblée nationale. Les parlementaires béninois ont adopté le projet relatif à ce budget ce jeudi. Ils ont, au cours de la plénière de ce 22 septembre, désigné également les représentants du Parlement dans les commissions communales d'actualisation, CCA, compte rendu Ahmed Didier Mpenoudi et Romaric Dewoshi. Les deux questeurs de l'institution parlementaire ont été appelés par le président de séance, Maître Adrien Ongbedji, à présenter leur rapport. Valentin Aditi Houdé, premier questeur, a étalé point par point les grands axes de ce projet de budget gestion 2017. Un budget de l'ordre de 14 milliards 56 millions 442 591 francs. Donc le niveau moyen de consommation des crédits au cours du premier semestre 2016 se situe légèrement en dessous de la moyenne. Le projet de budget gestion 2017 se présente comme suit. Dépenses
52 591 francs et les achats des biens et services à 2 412 345 000 francs CFA. Après cet exposé des questeurs, les députés à l'Assemblée nationale ont pris la parole pour faire des observations et suggestions. Il est prévu plus de 100 millions pour construire le bâtiment. Et je pense que c'est suffisamment important pour qu'on vous en félicite. J'ai noté également que la question médicale est une préoccupation. Je voudrais féliciter votre équipe pour le travail appréciable par rapport à l'élaboration du budget. Depuis 2008, le gouvernement s'est donné le plaisir de s'occuper de notre siège. C'est pour nous, ce n'est pas pour le gouvernement. Eux autres, ils présentent des budgets avec des budgets annexes. Je voudrais que le questeur, désormais, fasse la folie et donne aussi des budgets annexes, ne serait-ce que pour finir notre siège. Ce texte de loi de finances pour la gestion du Parlement béninois période 2017 soumis au vote a été adopté à l'unanimité des députés présents et représentés. Le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2017, s'élève à la somme de 14 milliards 56 millions 442 591 francs CFA et a été adopté à l'unanimité. Le deuxième point à l'ordre du jour de cette plénière est celui relatif à la désignation des représentants du Parlement dans les commissions communales d'actualisation CCA. La minorité parlementaire et la majorité ayant fait diligence pour déposer leur liste, le président Ngwedji a fait lire par la secrétaire parlementaire les différents noms proposés. Les différentes listes ont été passées au vote assorties d'une approbation des députés béninois. La liste des représentants de l'Assemblée nationale au sein des commissions communales d'actualisation CCA, dont lecture a été donnée en début de scrutin, a été adoptée par 65 voix pour, 2 contre, 0 abstention, 0 nul. S'achemine-t-on vers une mesure de protectionnisme au Bénin? Peut-être oui, peut-être non. De toutes les façons, les douanes béninoises se sont illustrées récemment par la prise d'une décision d'interdiction des importations de marchandises par voie terrestre, une mesure qui, selon certains, devrait rendre plus compétitif le port autonome de Cotonou. Pour d'autres, cela promet des lendemains difficiles à l'économie béninoise. Le débat, vous allez le constater, ne fait que commencer. Fréjus Serpent et Fréjus Fiossi. Elle a créé la panique dans le rang des importateurs dès son annonce le 20 septembre. Il s'agit de la note circulaire du directeur général des douanes et droits indirects, Pierre Clavet-Tossou, relative à l'interdiction des importations par voie terrestre, excepté les produits dits communautaires. Mais le calme semble revenir après les explications fournies par l'administration douanière à l'association des commissionnaires agréés en douane. Son président fait ici le résumé de ces échanges. D'abord, cette note est une première note à laquelle suivra une autre note qui donnera les détails, les conditions et les modalités d'application de la décision. Et c'est rassurant. Et ce que je sais, et pour ce que j'ai entendu, c'est que la douane est en train de prendre les dispositions dans ce sens-là pour spécifier les marchandises ciblées. Parce qu'il faut surtout comprendre qu'il s'agit de marchandises ciblées. A priori, l'administration douanière fera une liste où indiquera les types de marchandises ou les articles douaniers concernés par la note. Mais avant, on peut retenir. Quand le produit est originaire de l'un de ces pays, ou bien membre de l'UEMOA, ou membre de la CEDEAO, dans des conditions documentaires bien précises, eh bien ces marchandises vont passer sans aucune difficulté. Elles ne sont pas concernées par la note. Cependant, Casimir Pédio, journaliste spécialiste des questions économiques, s'interroge. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un commerçant peut reconnaître l'identité
d'un produit communautaire, ça pose déjà un problème. Alors, deuxième chose, est-ce qu'il revient à la douane d'interdire l'importation des produits sur le sol béninois? Quant à Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes du Bénin et enseignant à la Haute École régionale de commerce international, il essaie d'expliquer les potentielles motivations de cette décision. Le risque potentiel de fraude en ce qui concerne le transport par voie terrestre, l'importation par voie terrestre, eh bien, ce risque est très élevé. Et certainement que la douane béninoise a commencé par subir les conséquences de cette fraude-là. Ainsi, cette mesure dont l'application est prévue à compter du 17 octobre prochain a du bon sens à son avis. Donc on ne peut pas comprendre que les importateurs, au lieu de passer par le port de Cotonou, font passer par le port de Lomé et rentrent leurs marchandises par Ilakonji dans des conditions qui sont à tout le moins sujettes à caution relativement au recouvrement des recettes par la douane béninoise. Eh bien, ils seront contraints de passer par le port de Cotonou qui a le même dispositif que le port de Lomé aujourd'hui. Cette décision va permettre à l'administration des douanes de maîtriser la matière imposable et par conséquent de percevoir les droits et taxes à un niveau relativement très élevé. Mais tout le monde n'est pas convaincu de la pertinence de cette mesure. Est-ce que cette décision serait appliquée, par exemple, on ne devrait plus assister à l'importation de l'essence dit paillon, parce que c'est un produit qui n'est pas communautaire. Premier impact, le DG bientôt va revenir encore sur sa décision, va reprendre sa note de service et certainement cacher ça. L'autre impact, c'est quoi? Si le DG douane arrivait à imposer une telle, veto au niveau du commerce, mais nous allons assister à un taux d'inflation qu'on ne pourra pas maîtriser. Par cette décision 3107, l'administration douanière vient d'attirer sur elle toutes les attentions et certaines langues n'hésitent pas déjà à voir à travers cette mesure une politique visant à protéger des sociétés nationales de la concurrence extérieure. Ce sera l'événement de ce week-end à Cotonou, le sacre du nouvel archevêque de Cotonou, son nom, Monseigneur Roger Ongbedji. Son ordination épiscopale aura lieu ce 24 septembre au Palais des Congrès de Cotonou, un palais dont l'esplanade est en pleine métamorphose. Vous allez comprendre pourquoi grâce à ce sujet. C'est ici au Palais des Congrès que le Bénin en général et la communauté chrétienne catholique en particulier vont vivre ce samedi 24 septembre un événement majeur, l'ordination épiscopale de son Excellence, Monseigneur Roger Ongbedji. Pour une cérémonie réussie, le comité d'organisation est à pied d'œuvre depuis ce jeudi. Les discussions et négociations se mènent dans tous les coins du palais pour convenir des meilleures dispositions à prendre. Quant au père Hubert Kedowide, il fait le point des préparatifs. Et nous sommes à pied d'œuvre depuis hier. Les gens ont travaillé toute la nuit jusqu'à 4 h du matin pour déjà installer le début du podium de l'hôtel où on va placer jusqu'à couvrir tout à l'heure. Et installation de la sonorisation les gens ont commencé par mener les instruments, et les écrans d'une qu'on est en train de placer pour permettre que la totalité des personnes sur place puissent voir. Donc parce qu'il y aura quand même 15 à 20 000 personnes, donc il faut occuper vraiment l'espace pour leur permettre de voir. En dehors de ça, nous avons à pied d'œuvre plus de, comme je dis, 15 000 chaises. Donc il faut les installer grâce aux scouts qui sont déjà arrivés. Nous allons passer toute la journée aujourd'hui parce que le travail c'est immense. Donc, passer la journée, on s'y est préparé jusqu'à peut-être tard dans la nuit pour être prêt. Vu la nature de l'événement, l'aspect sécuritaire n'a pas échappé aux organisateurs. On a confié à la police la préparation sécuritaire et avec une partie de l'armée aussi. Ils nous rassurent que tout va bien se passer. Ils prennent les mesures sécuritaires qui s'imposent dans de telles situations. Des personnalités de marque sont bien évidemment attendues pour cette cérémonie, mais les citoyens en général sont aussi conviés à l'ordination de Monseigneur Roger Ongbedji. Personne n'est exclu. On a invité le maximum de personnes, d'abord les catholiques de l'archidiocèse de Cotonou, parce que c'est leur archevêque, les catholiques du diocèse suffragant. Ensuite, on a invité tout le Bénin. On a envoyé des invitations à tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest et on a envoyé aussi des invitations
au-delà dans les pays occidentaux. Au Bénin ici, naturellement, on a envoyé d'invitation au chef de l'État, à son gouvernement, aux députés, aux membres de diverses institutions de notre pays, politiques et administratives. Donc tout le monde est invité. C'est pour dire à nos amis auditeurs et auditrices, à tous les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Cotonou, aux hommes et femmes de bonne volonté, de nous rejoindre vraiment demain, que tout sera prêt pour une bonne manifestation de la grâce du Seigneur. Ainsi, c'est devant une grande assemblée que Monseigneur Roger Ongbedji sera ordonné archevêque de Cotonou. Voilà pour les préparatifs du sacre de Monseigneur Roger Ongbedji. Comment va se dérouler cette cérémonie? Écoutez la réponse du père Hubert Kedowide. Ce sont des propos recueillis par Antoine Estago. Alors, un évêque est ordonné avec 3 autres évêques. Donc, il y a le premier consécrateur. Dans le cas de Monseigneur Roger Ongbedji, c'est le cardinal Sarr, Adrien Sarr, archevêque émérite de Dakar. Et le premier co-consécrateur, c'est Monseigneur Braham Ndaingwe, nonce apostolique près du Bénin et du Togo. Et le deuxième co-consécrateur, c'est Monseigneur Antoine Gagné, administrateur apostolique de Cotonou et évêque émérite. Donc ils seront 3 à le consacrer évêque. Ça commence toujours comme à la messe par une procession. Et au début de la messe, on fait la lecture de la bulle de nomination. C'est-à-dire que c'est le pape François qui l'a nommé et on va faire lecture de ça et valider par l'ovation, la gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous allons chanter ça et ensuite rentrer dans la liturgie de la parole. Et c'est à la suite de ça qu'il y aura des échanges prévus par le rituel pour demander à Monseigneur Roger s'il veut vraiment respecter et marcher à la suite du Christ à la tête du peuple de Dieu. Une fois qu'il va confesser cela publiquement, on va passer à la prière consécratoire. Cette prière consécratoire qui fera de lui un évêque avant que les signes distinctifs arrivent tels que la mitre, la crosse. Je sais que pour les fidèles, c'est quand on met tout ça dans la main de l'évêque qu'ils sont contents, ils applaudissent. Mais ce qui fait vraiment l'évêque, c'est la prière consécratoire. Il ne croit pas si bien dit. Rétroviseur, à peut-être plus aucune pièce des voitures n'échappe à la convoitise des voleurs. Le vol des organes de voiture devient un phénomène courant. Mori Agua, Romaric Devoshi. Tôt ce jeudi, voici dans quel état Romuald, qui a préféré l'anonymat, a retrouvé son véhicule garé la veille. Appuie-tête, lève-vitre, poste radio, calculateur, ce sont habituellement les éléments volés dans les véhicules à Cotonou. D'autres accessoires, comme les phares, les clignotants, les rétroviseurs et les enjoliveurs, sont souvent aussi dérobés. Qu'est-ce qui explique ces cas de vol récurrents dans la ville? Certains usagers du marché de vente des pièces d'automobile de Zongo justifient ces actes par la morosité économique. En passant, il va montrer comme s'il veut se reposer là, s'il trouve quelque chose, il va prendre. Parce que s'il n'a pas quelque chose à faire, il n'a rien à faire. S'il y a quelque chose à faire, est-ce qu'il va penser à venir vers la voiture? Non. C'est parce qu'il n'y a pas à faire, il n'a pas comment il va faire. Et il ne peut pas demander, on va l'aider. D'autres, quand tu les demandes même, ils vont te dire, oh, il n'y en a pas l'argent, c'est la rupture. Le grand marché de vente des pièces d'automobile de Zongo est perçu comme un marché d'écoulement des pièces volées. Certains vendeurs ne sont pas de cet avis. Nous tous, on refuse de payer. Ils sont obligés d'amener chez les Kankola pour vendre là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de contrôle. Ils mettent ça dans les ferrailles. D'autres nuances. Ce n'est pas à Zongo qui vend les trucs de vol. Si tu viens à Zongo, on peut te dire il y en a. On peut te faire s'asseoir. Aller chercher. En cherchant, tu as trouvé ça chez quelqu'un en ville. Ou bien tu es parti à quelqu'un, tu as trouvé ça. Tu amènes ça maintenant, on te dit c'est pour lui. La chose ne t'appartient pas. Et il n'attend même pas pour dire. Si tu dis, je vais amener là où j'ai pris. Non, c'est toi qui as amené, c'est toi qu'on connaît. On doit tout faire. On va prendre cette pièce-là avec toi. On va te prendre encore l'argent. Donc, ce n'est pas les pièces de voler là, ce n'est pas à Zongo que ça vient. Que fait alors la police nationale pour décourager les auteurs de ces actes de délinquance? Au cours de nos descentes, il nous arrive d'un moment donné d'interpeller les vendeurs. Je voudrais dire ceux qui exposent ces organes-là
et ils arrivent à s'expliquer sur l'origine. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ils nous disent que c'est des objets qui sont venus avec les véhicules d'occasion et que c'est au port qu'eux, ils ont arraché. Et puisqu'il n'y a pas un circuit pour nous permettre de contrôler ce secteur-là de façon correcte et appropriée, nous nous rétractons jusqu'au moment où on reçoit une plainte avec précision que tel organe volé à tel endroit s'est retrouvé exposé sur tel étalage. Et dans ce cas précis, agissant donc en flagrant délit, nous allons interpeller l'intéressé qui, interrogé, dit la provenance donc de cet organe de véhicule. Il en appelle alors à la vigilance des propriétaires de véhicules. Je voudrais demander aux propriétaires des véhicules, déjà victimes ou pas, de s'unir avec la police pour qu'en parfaite collaboration, nous puissions décourager ces entreprises criminelles. Et ils peuvent aussi passer dans les commissariats pour faire la déclaration de perte pour nous permettre, lorsque, au cours d'une patrouille ou d'une perquisition, nous allons faire donc des saisies incidentes, qu'ils puissent venir voir pour identifier ces objets et les récupérer. Les peines d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans pour les auteurs de ces actes de délinquance semblent ne point les dissuader. Il va donc falloir que les propriétaires de véhicules sécurisent davantage leurs biens. Actualité à l'étranger, le Premier ministre français est en visite au Sénégal. Manuel Valls va fouler le sol de ce pays ce jeudi. Durant sa visite de 24 heures, le Premier ministre va aborder des questions de sécurité de francophonie et celles économiques. Il n'a pu s'empêcher de lancer une pique à Nicolas Sarkozy lorsqu'il a déclaré « Je crois plus que jamais que l'homme africain est rentré dans l'histoire par opposition à la formule de Sarkozy de 2007. L'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire ». Une formule qui avait suscité de nombreuses réactions, notamment dans la communauté des historiens africains qui avaient publié dans la foulée l'ouvrage Petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy. C'est ce vendredi que la Cour constitutionnelle gabonaise devrait rendre sa décision sur le recours de Jean Ping relative à la présidentielle d'août dernier au Gabon. Ce jeudi, veille de cette annonce, il y avait audience publique à la Cour constitutionnelle pour permettre à ces juges d'écouter les prétentions des différentes parties. Cette audience marque la fin de la procédure d'instruction. Une erreur, et voilà la nature de l'Internet en Corée du Nord révélée au monde entier. C'est l'œuvre du chercheur Matthew Bryant. Et tenez-vous tranquille, il n'existe que 28 sites web dans ce pays. En Birmanie, de petits magasins prennent le pas sur les banques en matière de transfert d'argent, un phénomène qui va se développer dans un pays où 90% de la population n'ont pas de compte bancaire. Kim Min-ho n'a besoin que de quelques minutes pour envoyer de l'argent à ses enfants restés dans l'est de la Birmanie. Ce qui était encore très compliqué il y a peu est aujourd'hui aussi simple qu'un SMS grâce à un service de transfert d'argent par téléphone portable. Dépôts et virements se font dans des petits magasins comme celui-ci. L'avantage, c'est que quand je transfère de l'argent, ça prend très peu de temps. L'opération prend 10 à 15 minutes. Et les enfants peuvent tout de suite me répondre qu'ils ont bien reçu l'argent. Comme 90% de la population birmane, Kim Min-ho n'a pas de compte bancaire. Et même pour ceux qui en ont un, les distributeurs automatiques de billets restent rares. Les résidents de cette banlieue de Rangoon doivent prendre un bateau pour rejoindre l'agence la plus proche. Par manque de confiance, ils sont encore nombreux à conserver leurs économies sous le matelas ou à les convertir en or ou en pierres précieuses. Gagner la confiance des consommateurs sera le plus gros problème ici. La confiance dans le secteur financier est très faible à cause de la dévaluation et de la chute de certaines banques. Donc, le consommateur moyen préfère tout garder à la maison plutôt que dans une banque. Ces nouveaux services, qui coûtent moins de 1 € le transfert, émergent tout juste en Birmanie, grâce au développement des téléphones portables. Aujourd'hui, 60% de la population en a un, contre 10% il y a 4 ans. Quand ce service sera vraiment populaire, il sera beaucoup plus utile que les banques, car il permettra aux gens de déposer ou retirer de l'argent à tout moment. Les banques ne peuvent faire ça que pendant les heures d'ouverture des bureaux. Les applications bancaires mobiles n'ont été autorisées par le gouvernement que depuis le mois d'avril et restent encore peu répandues.
Mais le marché s'annonce juteux dans un pays pauvre, mais qui affiche une croissance de 8% par an. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.